Bonjour tout le monde, bienvenue à un webinaire présenté par À la découverte de l'univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie, je suis la directrice du programme À la découverte de l'univers. Et notre but, dans le fond, c'est vraiment de vous aider, les enseignants, les éducateurs au sens large, animateurs, gens qui travaillent avec des groupes de jeunes. Si vous voulez partager l'univers avec vos élèves ou avec vos groupes de jeunes, ben, on est là pour vous aider. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre invitée parce que c'est une collaboratrice quand même de longue date pour la découverte de l'univers, Frédéric Baron. Alors, bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Alors, Frédéric, dans le fond, c'est ça, tu nous avais aidé. En fait, on se connaît depuis un bout, là, mais durant Astro à la maison en particulier, là, au début de la pandémie, quand on a parti notre marathon de présentation quotidienne en astro, tu es venue nous prêter main forte. Puis là, tu étais vraiment une employée dans la découverte à ce moment-là, une collaboratrice très, très proche pour ça. Puis une présentatrice aussi avec des présentations qui avaient été très appréciées par les jeunes. Alors, et les jeunes et les moins jeunes. Ça fait vraiment plaisir que tu reviennes nous parler de ton aventure au Chili. Moi, j'ai hâte d'avoir tes images, tes détails, parce que ça avait l'air d'être une expérience intéressante, justement, de tout construire un instrument scientifique, aller au Chili, l'amener sur le télescope. Alors, merci beaucoup de venir nous parler de ça aujourd'hui. Je vais faire juste une petite intro bien rapide, si tu veux parler plus un peu de ça. Ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à nous poser des questions à travers le chat. Et si vous écoutez l'enregistrement, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter par courriel, puis je pourrais envoyer des questions aussi à Frédéric. D'ailleurs, s'il y a des bouts, on a annoncé ce webinaire-là pour les enseignants, plus comme pour du développement professionnel. Mais si vous avez, s'il y a des bouts que vous voulez montrer à vos élèves, n'hésitez pas. Moi, je pense que Frédéric, c'est une astronome super inspirante pour vos élèves. Alors, Frédéric, je te laisse la parole, puis je vais être en arrière-plan. Si vous avez des questions ou des problèmes techniques, je suis là. Parfait, merci Julie. Ça me fait vraiment plaisir des mois, puis d'un travail qui me tient particulièrement à cœur ces temps-ci, c'est ce fameux instrument qu'on appelle NIRPS. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais partager mon écran. Là, vous devriez voir une diapositive qui dit NIRPS, le nouveau chasseur d'étoiles. Est-ce que tu peux me confirmer que ça fonctionne? Oui, ça dit exoplanète, pas étoile, par contre. Ah, le chasseur d'exoplanètes. Oui, en effet, parfait. Oui, donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais commencer par peut-être vous introduire un petit peu. Je suis astronome, comme disait Julie. Je travaille à l'Université de Montréal. Je fais plein de choses dans mon travail, mais entre autres, je m'occupe d'instruments qu'on construit à l'Observatoire du Mont Mégantic dans les laboratoires d'astrophysique expérimentale et même ensuite dans des télescopes un peu partout dans le monde. Donc, c'est partie de mon travail. Une partie de mon travail aussi parce que moi, je trouve ça particulièrement important avec vous, avec des moins jeunes. Donc, je fais une partie de mon travail qui consiste à parler de science, particulièrement d'astronomie et encore plus particulièrement de planètes et d'exoplanètes. Et puis, je suis aussi la coordonnatrice du Centre de recherche en astrophysique du Québec, qui est une autre façon de mettre un petit peu d'astronomie dans ma vie, dans la vie. J'ai étudié au secondaire la physique le plus possible, les mathématiques le plus possible, la chimie. Et là, je dois quand même faire une parenthèse parce que vous êtes des enseignants au primaire ou au secondaire. Et si on parlait à Frédéric de 17 ans et qu'on lui disait qu'elle allait un jour avoir un doctorat en physique, vous ne croirez pas. Parce que moi, j'ai vraiment pas aimé ça, la physique au secondaire. J'ai vraiment pas, ça m'a vraiment pas accroché avant le cégep. Donc, j'espère que vous allez pouvoir faire rayonner plus la physique parce que la physique, j'ai découvert que c'était une science vraiment incroyable, extraordinaire, où on passe du plus petit au plus grand, à ce qui se passe à l'intérieur d'un atome, jusqu'à des collisions de galaxies. Bon, je n'ai pas besoin de vous convaincre que la science est fantastique, mais moi, il a fallu que ça m'a pris plus de temps avant de me convaincre que la physique, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait. Donc, moi, pour faire de l'astrophysique, mais d'abord, j'ai fait de la physique. J'ai fait un baccalauréat à l'Université de Montréal. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise spécialisée dans ce qu'on appelle des naines brunes. Ce sont des objets qui sont des petites étoiles, presque des petites étoiles, plus petites des étoiles ou plus gros que des planètes, un peu entre les deux. Certains vont les décrire comme étant des étoiles manquées ou des super Jupiters. C'est plus gros que Jupiter, mais c'est plus petit qu'une étoile. C'est comme entre les deux. Et ça m'a mis vers le chemin des exoplanètes. Et c'est sur les exoplanètes que j'ai fait ma thèse de doctorat. Des exoplanètes géantes qui ressemblent à Jupiter. C'est ce que j'ai cherché pendant ma thèse. Et ça m'a mis les pieds dans le laboratoire
d'astronomie expérimentale de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Mais non, je ne travaille pas à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Donc, moi, je suis basée au Campus 1000 à l'Université de Montréal. On a évidemment le télescope de l'Observatoire du Mont-Mégantic qui, lui, est au sommet du Mont-Mégantic. C'est là qu'on teste des nouvelles technologies, on fait des observations, on a vraiment plein de choses qui se passent là, mais c'est pas que là qu'on trouve les laboratoires d'astronomie, mais il y a ici à l'Université de Montréal, puis aussi chez nos collègues à l'Université Laval. Donc, le laboratoire, ça englobe ce qui se passe au télescope même, mais aussi tous les instruments que l'on construit. Donc, l'Observatoire du Mont-Mégantic, c'est quand même très proche dans nos cœurs. Parce que c'est grâce à cet observatoire-là qu'on réussit à tester des techniques, à comprendre, par exemple, vous voyez, sur le dôme ici, on voit des petites fenêtres. Les petites fenêtres, on les ouvre pour pouvoir aérer le dôme. Ça, je vous le dis, c'est logique. Chez moi aussi, si je veux aérer dans ma maison, je vais ouvrir les fenêtres, puis bon, l'humidité va pouvoir, l'air va pouvoir circuler, l'humidité va pouvoir baisser. Mais des petites fenêtres comme ça, il n'y en avait pas sur des télescopes plus gros avant. Il a fallu montrer que ça fonctionnait. Et on s'est servi de l'Observatoire du Mont-Mégantic pour mettre des petites fenêtres, puis montrer que l'air peut circuler facilement, puis aider à baisser l'humidité. L'humidité, on n'aime pas ça parce que pour les gens qui ont des lunettes, vous savez bien que si vous rentrez dans un endroit où la température n'est pas la même, particulièrement en hiver, ça va faire de l'humidité sur vos lunettes. C'est la même chose ici sur notre gros miroir. Si on a de l'humidité, c'est pas bon pour notre observation. Donc, l'Observatoire du Mont-Mégantic, c'est vraiment le centre de beaucoup de nos activités, puis on rayonne de là par nos laboratoires. Donc, moi, je travaille à l'Observatoire du Mont-Mégantic, mais à l'Université de Montréal. Et il y a beaucoup moi ou mes collègues, on est beaucoup aussi à travailler à l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Parce qu'il y a un fort lien entre la recherche qu'on fait à l'Observatoire et dans les laboratoires et la recherche d'exoplanètes. Donc, l'Institut de recherche sur les exoplanètes a comme but, comme objectif, comme slogan, c'est pour l'exploration de nouveaux mondes à la recherche de la vie. Ça semble un peu comme de la science-fiction. Donc, on est une cinquantaine de chercheurs, puis notre but, c'est de trouver des nouvelles planètes, des nouvelles exoplanètes, des planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre Soleil, pour y trouver de la vie. Et bon, ça, on va faire ça par plein de mondes différents, puis dans ces moyens-là, bien, il y a construire des nouveaux instruments qui vont nous permettre de trouver de nouvelles exoplanètes pour peut-être y trouver des exoplanètes qui ressemblent à la Terre, sur lesquelles il pourrait y avoir de l'eau, sur lesquelles il pourrait peut-être y avoir de la vie. Donc, on a des professeurs, des chercheurs comme moi, des étudiants à la maîtrise, au doctorat, des chercheurs postdoctoraux, puis tous ensemble, on travaille, on fait partie de collaborations internationales pour faire la recherche scientifique qui permet de faire avancer le domaine des exoplanètes, puis aussi pour construire des nouveaux instruments. Parce qu'un instrument qui est conçu, pensé par des astronomes, pour des astronomes, mais on trouve que c'est très riche parce que ça nous permet d'avoir exactement ce qu'on veut. Donc, une exoplanète, c'est une planète, comme les planètes du système solaire, mais qui vont tourner autour de d'autres étoiles que notre Soleil. Et jusqu'en 1990, toutes les planètes qu'on connaissait, elles tournaient autour de notre étoile, le Soleil. Mais maintenant, des exoplanètes, je suis allée trop vite, excusez-moi. Maintenant, des exoplanètes, on en connaît plein. En fait, ici, vous voyez une petite vidéo où on voit tout le ciel, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. On voit la Voie lactée ici dans le milieu. Et chaque cercle, ça montre une étoile autour de laquelle il y a une ou plusieurs exoplanètes. Et là, vous voyez les années. On est en 2001, 50 planètes. Le temps avance. Plus le temps avance, plus on trouve des planètes et plus on en trouve partout. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On est rendu en 2008 à peu près 250 exoplanètes. C'est déjà beaucoup, hein? Dans un système solaire, on a juste 8 planètes. Et là, on est en 2012 à peu près. On arrive à 600 exoplanètes. On trouve beaucoup de planètes dans cette région-ci. C'est la constellation du Cygne. Il y a un télescope spatial qui a regardé dans cette direction-là en particulier. Ça nous a permis de trouver beaucoup d'exoplanètes ici. Mais regardez ça, on arrive en 2019. Donc déjà, ça fait quelques années. Et déjà, en 2019, on a plus de 4000 exoplanètes. C'est beaucoup d'exoplanètes. En fait, des exoplanètes, on en connaît maintenant encore plus. Donc, en date de la semaine dernière, quand j'ai refait cette diapositive, donc le 23 septembre dernier, on connaissait 5186 exoplanètes. Bon, ça,
apprenez pas ce chiffre par cœur, ce nombre par cœur, ça donne rien. Parce qu'à chaque jour, on trouve des nouvelles planètes, on découvre des nouvelles exoplanètes. En fait, en moyenne, on découvre une nouvelle exoplanète tous les 3 jours depuis 1995. Ça fait beaucoup de planètes et c'est un nombre qui ne cesse d'augmenter. En fait, maintenant, on pense qu'il existe, en fait, on pense que toutes les étoiles ont au moins une exoplanète. Donc, dans notre galaxie, on a des centaines de milliards d'étoiles. Et si elles ont toutes une exoplanète ou plus, ça fait au moins des centaines de milliards d'exoplanètes. Ça fait beaucoup de planètes. Ça fait beaucoup de planètes à chercher et à découvrir. Et on se rend compte que ces planètes-là sont toutes sont tous un peu différentes. On peut quand même les classer dans certaines catégories. Et ce que je vous montre ici, c'est le tableau périodique des exoplanètes. Parce que nous, les humains, on aime ça, pouvoir mettre les choses dans des petites boîtes, pouvoir dire ça, c'est tel type d'exoplanète parce que ça ressemble à un ensemble d'exoplanètes. Donc, il y a des exoplanètes qui ressemblent à des planètes de notre système solaire. Donc, on va avoir des planètes qui ressemblent à Jupiter, des planètes qui sont froides et géantes. On va avoir des planètes qui ressemblent peut-être à la Terre, qui sont tempérées, ni trop grosses, ni trop petites. Puis, on a aussi des planètes qui ressemblent à aucune planète dans notre système solaire. Des planètes comme celle-ci, qui sont des planètes géantes, qui sont très près de leur étoile. Donc ici, plus on va vers la droite, plus on a des grosses planètes, donc de Mercure à la Terre, à Jupiter. Et plus on descend, plus c'est froid. Donc plus on est loin de l'étoile. Donc on est près de l'étoile en haut, donc il fait très chaud. Puis on est loin de l'étoile en bas, donc il fait très froid. Donc dans notre système solaire, on a une planète comme Jupiter, qui est à 5 fois la distance Terre-Soleil. C'est quand même froid. Mais on découvre des exoplanètes qui sont très différentes, qui sont géantes, gazeuses, comme Jupiter, mais qui sont très, très près de leur étoile. Et ça, il n'y a pas d'équivalent dans notre système solaire de planètes comme ça. On trouve des planètes qui sont plus grosses que la Terre, plus petites que Neptune, dont il n'y a pas d'équivalent dans notre système solaire. Donc, c'est vraiment fascinant de découvrir les différents types d'exoplanètes. Puis en plus, on veut chercher ces fameuses planètes qui ressemblent à la Terre, qui sont rocheuses, qui pourraient peut-être abriter de la vie. Donc, je vous mets ici un peu un résumé du vidéo où on voyait les étoiles apparaître, les étoiles autour desquelles il y a des exoplanètes. On a ici le nombre d'exoplanètes en fonction de l'année de la découverte. Donc, la première exoplanète a été découverte en 1995. Et là, si vous êtes des enseignants, vous vous dites que c'est très étrange comme graphique parce que normalement, pourquoi est-ce qu'on mettrait dans mon âge des X des années s'il n'y a pas de découverte? En 1995, on a découvert la première exoplanète autour d'une étoile dite de la séquence principale, c'est-à-dire une étoile qui ressemble au Soleil. Mais avant, en 1989, une équipe de chercheurs a trouvé des exoplanètes autour d'un pulsar. Un pulsar, c'est un cadavre stellaire. Donc, après qu'une étoile très grosse, une étoile très massive meurt, mais quand il va mourir, il va rester en son cœur, qui va être ici un pulsar, ou une étoile à neutrons, ou un trou noir. Et c'est autour d'un pulsar qu'on a trouvé des exoplanètes. Bon, là, ça compte pas parce que c'est pas une étoile normale comme le Soleil, mais c'est quand même des planètes, c'est-à-dire qui ont la définition de planète. Donc, on dit que c'est 1995, mais on commence quand même notre graphique à 1989. Et donc, vous voyez qu'avec les années, on découvre des exoplanètes de plus en plus. Et chaque couleur nous indique avec quelle méthode on a trouvé des exoplanètes. Parce qu'il y a différentes méthodes qui nous permettent de découvrir, d'avoir un indice qu'il pourrait y avoir une ou des exoplanètes dans le système. La méthode qui est la plus efficace, on le voit parce qu'on en voit beaucoup dans le graphique, ici il y a beaucoup de vert, c'est la méthode du transit. Et les autres méthodes dont je vais discuter rapidement aujourd'hui, c'est la méthode de vélocimétrie et la méthode de l'imagerie. Je vais y revenir. Donc, à l'OMM puis à l'IREX, on s'est intéressé aux exoplanètes, pas par le chemin le plus direct. En fait, à l'OMM, à l'Observatoire du Mont Mégantic, on a une spécialité en la détection, la recherche de phénomènes astronomiques dans une certaine gamme du spectre électromagnétique, dans ce qu'on appelle les longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc, moi, avec mes yeux, quand je vois de la lumière, je vois seulement la lumière qui provient de la partie visible du spectre électromagnétique.
Le spectre électromagnétique contient d'autres longueurs d'onde que moi, avec mes yeux, je ne peux pas voir parce que mon détecteur yeux me permet seulement de voir le visible, donc l'arc-en-ciel habituel que l'on connaît, du bleu jusqu'au rouge. Si j'étais, par exemple, un serpent, mais les serpents, ça peut voir un peu dans l'infrarouge, c'est-à-dire que ça peut voir la chaleur thermique qui est émise par exemple, des souris ou parce que la chaleur thermique que moi, je pourrais émettre. Et ça, on peut créer des observatoires, des télescopes, des caméras qui nous permettent d'aller voir dans certains régimes de longueur d'onde du spectre électromagnétique. Donc, on peut penser aux antennes radio qui permettent d'aller détecter de la lumière radio. Donc, ici, on n'écoute pas des signaux, on détecte de la lumière de longueur d'onde radio. On peut penser aux rayons X. Donc, on a des phénomènes qui sont soit très énergétiques, soit moins énergétiques. Puis, entre les deux, on a ce qu'on appelle l'infrarouge. L'infrarouge, comme je disais, c'est la chaleur thermique des corps. Donc, si je fais comme cet homme, puis je mets ma main dans un sac, vous ne pourrez pas voir ma main. Vous allez seulement voir le sac. Vous allez voir la lumière va rebondir sur le sac et va aller dans vos yeux, vous allez voir le sac. Mais si vous pouvez voir l'infrarouge, vous allez voir la chaleur qui est émise. Et là, vous allez pouvoir voir la chaleur émise par mes mains. Bon, moi, j'ai les mains très froides, donc ça va être un peu moins rouge que les mains du monsieur ici, mais vous allez pouvoir voir au travers du sac. Donc, avec l'infrarouge, on peut voir des choses qu'on ne peut pas voir avec d'autres longueurs d'onde. Et la recherche en astronomie en infrarouge a vraiment tourné aux alentours des années 2000. Et c'est avec avec plusieurs observateurs qui se sont mis à observer dans l'infrarouge. Ça a été vraiment une longue montée parce que la première fois qu'on a fait un détecteur infrarouge, donc on a pris une photo en infrarouge, on avait seulement 1 pixel. Donc, pensez à prendre une image avec votre caméra, votre téléphone. On a vraiment, vraiment plein de pixels dans une image qui nous permet de voir plein de détails. Mais au tout début, les capteurs infrarouges, on avait seulement 1 pixel ou 2 pixels. Donc, ça ne nous donne pas beaucoup de détails. Mais graduellement, on a fini par avoir des détecteurs avec plus de pixels et ça nous a permis de voir des étoiles qui étaient de plus en plus petites et donc de moins en moins brillantes dans le visible, mais plus brillantes dans l'infrarouge. Et ça, c'est une chose que la caméra, c'est pas pire, de l'Observatoire du Mont Mégantic. Donc, c'est pas pire, c'est pour caméra panoramique infrarouge. En astronomie, on aime les noms comiques. Donc, c'est pas pire, à 4 heures du matin, à l'Observatoire du Mont Mégantic, c'est extrêmement drôle. Ah, comment ça va ce soir? Ah, c'est pas pire. Donc, avec C'est pas pire, c'est une caméra qu'on a à l'Observatoire du Mont Mégantic, on a pu découvrir des objets, des naines brunes, ces fameux objets qui sont entre les planètes et les étoiles, qu'on ne peut pas voir dans la lumière visible. Donc, si je vous montre 4 carrés, donc c'est 4 morceaux du ciel, c'est 4 fois le même morceau du ciel, mais qu'on regarde dans des couleurs différentes. Donc, ici, on a la couleur I, qui est une couleur dans le visible. Et là, vous voyez une étoile là, il y a une étoile là, il y a une troisième étoile là. Dans la région ici, bon, il n'y a pas grand-chose. R dans le rouge, donc ici, j'ai une étoile, une étoile, une étoile. Donc, on voit le même triangle qu'on voit ici. Donc, ça nous dit qu'on est à la même place dans le ciel. Puis ici, ben, il n'y a pas grand-chose. Et là, on va passer dans une couleur infrarouge, la couleur J. La couleur J, elle n'a pas de couleur comme du bleu ou du mauve ou du vert parce que ce n'est pas une couleur qu'on peut voir avec nos yeux. Donc, je vais l'appeler juste J. C'est une couleur dans l'infrarouge. Et là, on peut deviner encore notre triangle. Hein? Une étoile là, une étoile là, une étoile là. Ces étoiles-là sont beaucoup moins brillantes que dans les lumières, que dans la lumière visible. Mais surtout, ben, il y a quelque chose qu'on ne voyait pas du tout dans le visible. Donc, dans l'infrarouge, on est capable de voir des choses qu'on ne voit pas du tout dans le visible. Et là, ici, ce qu'on voit, ben, c'est une naine brune. Ça s'appelle SIM 0136. Et c'est vraiment c'est une naine brune, donc c'est un objet qui est à peu près une dizaine de fois plus massif, plus lourd qu'une planète comme Jupiter, mais qui n'est vraiment pas une étoile. Donc, pour être une étoile, il faut avoir assez de masse pour pouvoir faire de la fusion nucléaire, pour pouvoir briller. Mais une naine brune, ça ne brille pas comme ça. Donc là, ici, on a quelque chose qui est plus gros qu'une planète, mais qui n'est pas une étoile. Et quand on continue à raffiner les techniques, à raffiner les observations, à avoir des plus gros observatoires ou des meilleurs détecteurs, bien, on est capable de voir des choses qui sont encore moins brillantes, encore plus petites, des choses comme des vraies planètes. Et c'est avec ce genre de technique-là qu'on a pu mettre à jour
un système planétaire. Donc, ici, on a HR8799, c'est l'étoile qui est au milieu, qui est comme cachée ici. Et autour de HR8799, on a 4 planètes qui tournent autour de notre étoile. Et ça, là, c'était la première image de système multiplanétaire. Ça a été pris en 2008 par des chercheurs canadiens. Donc, Christian Marois, qui est maintenant en Colombie-Britannique, René Doyon et David Lafrenière, qui sont professeurs à l'Université de Montréal. Et ça a vraiment révolutionné notre façon de voir, de comprendre les systèmes planétaires. Et pour ça, il a fallu de l'infrarouge. Et ça, c'est vraiment ce qui a amené l'OMM et l'IREX dans la recherche d'exoplanètes, de pouvoir voir des exoplanètes et de pouvoir les détecter. Mais cette méthode qui permet de voir des exoplanètes, c'est ce qu'on appelle la méthode d'imagerie directe. Ça a quand même un bon nom, là. On peut les imager directement, les planètes, on les voit. Bon, là, on les voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 6 pixels brillants. Là. Bon, c'est pas... On ne voit pas de continent, on ne voit pas de détails. Tu sais, c'est des planètes qui ressemblent à Jupiter, des grosses planètes comme Jupiter. On ne voit pas des bandes comme sur Jupiter. Mais on voit des points qui tournent. Des points qui tournent autour d'une étoile, mais ça veut dire qu'elles sont liées gravitationnellement. Donc, c'est quand même une belle preuve par l'image. Mais cette méthode-là, malheureusement, c'est très... On peut seulement imager certains types de planètes bien particuliers. On peut seulement imager des planètes grosses comme Jupiter ou plus, qui sont assez loin de leur étoile. Parce qu'une étoile, c'est super brillant, puis une planète, c'est vraiment pas très brillant. Donc, si j'ai quelque chose de très brillant à côté de quelque chose qui n'est pas brillant, mais que ce que je veux, c'est prendre une photo de ce qui n'est pas brillant, c'est très difficile. Donc, sur les 5000 plus exoplanètes que l'on connaît jusqu'à maintenant, il y en a seulement une vingtaine qu'on a réussi à imager. Donc, comment on a trouvé les autres? Mais pour détecter des exoplanètes, comme je vous disais, il y a plusieurs méthodes. Donc là, on a vu rapidement l'imagerie qui permet de voir des planètes. Mais la méthode la plus efficace, c'est la méthode dite du transit. Donc, on voit ici le transit de Vénus en 2012. Donc, vous voyez Vénus ici qui se balade à la surface du Soleil. En fait, pas à la surface du Soleil, qui se balade en apparence à la surface du Soleil. Donc, ici, on est près de la Terre, entre la Terre et le Soleil, et on voit Vénus qui se promène, qui cache une partie du Soleil. Donc, on peut refaire ce genre ce genre de systématique peut se produire si on a, par exemple, imaginons qu'on a une étoile qui est dans un système éloigné et qu'autour de cette étoile-là, il y a une planète. Si on est bien placé, qu'on est bien aligné avec le système et la planète, c'est possible que la planète se place entre nous et son étoile et qu'elle aille cacher une partie de la surface. Donc, si moi, ce que je mesure, c'est la luminosité de l'étoile, bien, la luminosité de l'étoile, à ce moment-ci, bien, ça va être sa luminosité maximale. Mais dès que la planète commence à passer entre nous et l'étoile, bien, elle va cacher une partie de l'étoile qui est très brillante. Et donc, ce que nous, on va mesurer, bien, ça va être une baisse de la luminosité. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un télescope, un observatoire, qui va fixer une étoile, souvent des dizaines, des centaines, voire des milliers d'étoiles en même temps. Et ce télescope-là va observer, sans jamais cligner des yeux, l'étoile pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à temps qu'il voit une petite baisse de la luminosité de l'étoile. C'est petit, là. On parle peut-être d'1%, peut-être moins. Mais cette petite baisse de luminosité-là va nous informer de la présence d'une planète. Donc ici, on ne voit pas la planète, on voit seulement l'effet qu'elle a sur son étoile. On voit cette petite baisse de luminosité-là. Et si j'ai une planète qui est petite comme la Terre, bien, ça va me faire une petite baisse de luminosité. Mais si j'ai une planète qui est plus grosse, comme Jupiter, bien, ça va me faire une plus grosse baisse de luminosité. Donc ici, c'est plus facile de trouver des grosses planètes que des petites planètes. Et ça, bien, des transits comme ça, des détections par transit, on en découvre plein. En fait, il y a même un télescope spatial qui s'appelle le TESS, le Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui a déjà trouvé des milliers d'exoplanètes et qui va en trouver des milliers encore. Et une fois qu'on a trouvé une exoplanète par cette méthode-là, bien, on peut dire on a la baisse de luminosité. Puis avec cette baisse de luminosité-là, on est capable de dire que la planète a un certain rayon. On a une certaine idée de sa taille, parce qu'on sait quelle partie de l'étoile elle a cachée. Donc, avoir un rayon, c'est super. Mais c'est quand même pas beaucoup d'informations. C'est comme super, j'ai trouvé une planète,
Je sais qu'elle est grosse comme Neptune. OK, c'est pas mal, mais est-ce qu'on peut en savoir plus? Une chose qui serait intéressante, ça serait d'avoir la masse. Mais pour avoir la masse, on ne peut pas faire ça avec cette méthode-là. Il nous faut une autre méthode. Et ça, il y a une méthode qui s'appelle la méthode de vélocimétrie. Encore une fois, dans la méthode de vélocimétrie, on ne voit pas la planète. On voit seulement l'étoile. Mais si j'ai une étoile qui est orbitée par une planète, cette étoile-là va avoir un certain mouvement d'avant-arrière, qui est gravitationnel. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que sur la Terre, je vais observer mon étoile. Je vais l'observer avec un spectrographe. Je vais observer sa lumière. Et la lumière dans un spectrographe, c'est-à-dire que je vais prendre la lumière qui provient de mon étoile, je vais la faire passer dans un prisme, ça va me donner un arc-en-ciel. Et dans l'arc-en-ciel, il va y avoir des zones sombres qui correspondent à des raies, à des éléments chimiques, à la composition chimique de mon étoile. C'est un peu comme son code barre. Et normalement, ce code barre-là, quand j'observe mon étoile, devrait être fixe. Mais s'il y a une planète qui tourne autour de mon étoile, il va y avoir un certain mouvement d'avant-arrière, une certaine danse qui va se produire parce que mon étoile, elle est beaucoup plus massive que ma planète, mais toutes les deux vont tourner autour de ce qu'on appelle un centre de masse commun. Donc, quand on dit que Jupiter tourne autour du Soleil, c'est plus ou moins vrai. En effet, le Soleil et Jupiter, toutes les deux, orbitent un centre de masse commun. Donc, c'est un centre de masse commun, c'est un peu comme si, je voulais me prendre un crayon, imaginez que j'ai une grosse masse ici qui serait l'étoile, puis ici j'ai une petite masse qui serait la planète. Donc, il faut réussir à équilibrer ici mon crayon, là. Donc, d'un côté, j'aurais une très grosse masse, de l'autre côté, une très petite masse. Ça, c'est mon centre de masse commun. À cause de ce mouvement-là, de centre de masse commun, parfois l'étoile va s'approcher de moi sur la Terre ou s'éloigner de moi sur la Terre. Et c'est ce qui va faire que mes raies, mon spectre, va se déplacer du bleu vers le rouge, vers le bleu, vers le rouge. Et ça, on est capable de mesurer ce mouvement-là. C'est un mouvement qui est petit, très petit, mais on est quand même capable de le mesurer. Mais encore une fois, plus ma planète elle va être grosse, plus elle va être proche de son étoile, plus ça va être facile de mesurer ce mouvement-là. Et ce mouvement-là est proportionnel à la masse. Donc, plus la masse elle est grande, est proportionnel à la masse. Donc, on va être capable de mesurer la masse. Ça a permis de trouver la première exoplanète qui s'appelle 51 Pégasi b, qui tourne autour d'une étoile qui s'appelle 51 Pégasi. Et ça, c'est une planète de type Jupiter chaude. Donc, ces planètes dont il n'y a pas d'équivalent dans le système solaire, qui ressemblent à Jupiter, mais qui sont très, très près de leur étoile. Et tout ce qu'on pouvait dire en 1995, quand on a trouvé cette exoplanète-là, c'était qu'on savait qu'elle avait 1,4 fois la masse de Jupiter et qu'elle faisait le tour de son étoile en 4 jours. Mais idéalement, on voudrait aussi le rayon. Donc, on se retrouve dans une situation où, avec le transit, on trouve le rayon, on trouve la taille. Avec la vélocimétrie, on trouve la masse. Mais ce qu'on veut vraiment savoir, on veut savoir si la planète elle est rocheuse ou si elle est gazeuse. On veut avoir une idée de sa composition chimique globale. Et ça, il nous faut les deux, parce qu'il nous faut la densité. Une fois qu'on a la densité, là, on est content. Parce qu'on peut savoir, si j'ai une planète là, qui est un petit peu plus grosse que la Terre c'est rocheux, mais un petit peu plus petite que Neptune. Neptune, c'est gazeux. Ma planète, est-ce qu'elle est rocheuse ou est-ce qu'elle est gazeuse? C'est pas facile. J'ai besoin d'avoir la masse et le rayon. Et on peut combiner un peu ces deux méthodes-là, la méthode de spectrographe et la méthode de transit, pour faire la méthode de spectroscopie de transit. Parce qu'ici, quand je vous montrais le transit ici, on a une planète qui était essentiellement juste un disque sombre. Mais en fait, une planète comme la Terre, par exemple, ça a un cœur rocheux, jusqu'au continent, mais après le sol, il y a de l'atmosphère. Il y a quand même une couche de gaz d'atmosphère. Donc, on n'a pas seulement un cercle noir, un disque sombre, un disque rocheux, par exemple, mais on a aussi une petite couche de gaz. Donc, quand on fait le transit, c'est possible qu'on va se retrouver, si on fait un transit, par exemple, à une certaine longueur d'onde, comme en vert ici, ou la longueur d'onde jaune, selon la composition chimique de l'atmosphère, on va être capable d'avoir une idée
des éléments chimiques selon la profondeur de notre transit. Donc, par exemple, ici en vert, on pourrait avoir un élément chimique qu'on voit à 2,1 microns, qui est assez transparent à 2,1 microns. Et puis après, on pourrait avoir des éléments chimiques à 2,3 microns qui, là, sont très présents dans notre atmosphère, de sorte que la lumière, quand elle passe au travers de l'atmosphère, elle est absorbée, puis nous, on ne la voit pas. Et donc, ça nous fait un transit qui est plus profond. Et ça, c'est une méthode qui est très, très forte parce que ça nous donne une idée de la composition chimique de l'atmosphère. Et donc, par exemple, y a-t-il de l'eau dans l'atmosphère de notre planète? Et ça, c'est une grande question si on trouve, par exemple, une planète qui est rocheuse. Mais notre prochaine question dans la recherche de la vie, c'est est-ce qu'il y a de l'eau? Donc, tout ça, c'est des méthodes qui fonctionnent quand même bien. Bon, la méthode de vélocimétrie, on y pense depuis la première exoplanète a été découverte en 1995. Dans la méthode de transit, vers la fin des années 90, début des années 2000, on s'est mis à trouver beaucoup de planètes de cette façon-là. Et là, nous, on a voulu entrer dans la danse et on est entré dans la danse de la recherche d'exoplanètes par un instrument qui s'appelle SPIROU. SPIROU, c'est un spectropolarimètre infrarouge. Et c'est tout à fait inspiré de Spirou, la bande dessinée. Et Spirou, c'est un instrument qui a été construit en collaboration avec des collègues en France, en Suisse, des collègues canadiens, en Colombie-Britannique, à l'Université Laval, ici dans les laboratoires d'astrophysique expérimentale. Et on a construit un instrument qui est maintenant installé au télescope Canada-France-Hawaï depuis 2017. Et grâce à ces instruments-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des suivis des exoplanètes qui sont découverts par la méthode de transit. Donc, quand un télescope spatial comme TESS trouve une nouvelle exoplanète, il va dire « J'ai trouvé quelque chose ici, on a un transit. Pourriez-vous confirmer que c'est vraiment une exoplanète, que ce n'est pas une étoile ou que ce n'est pas un faux signal? Pouvez-vous confirmer notre détection? » Et donc, avec Spirou, on peut utiliser la méthode de vélocimétrie pour confirmer qu'on a une exoplanète et en plus trouver sa masse. Ça, c'est vraiment un beau mariage qu'on peut faire avec des télescopes spatiaux. Puis en plus, avec Spirou, on peut se servir de la spectroscopie de transit pour avoir une idée de la composition chimique de l'atmosphère de certaines exoplanètes. Donc, je vous montre ici deux découvertes qui ont été faites par des membres de l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Donc, on voit ici, ce sont des représentations artistiques parce qu'en astronomie, je vous ai montré à quoi ça ressemble une vraie image d'exoplanète. On se rappelle qu'une vraie image d'exoplanète, ça a l'air de ça. Donc, quelques petits pixels brillants dans une image. On ne peut pas voir les exoplanètes avec plus de détails que ce qu'on voit ici. Donc, quand on voit des images comme ça, où on voit des exoplanètes avec des bandes ou des océans ou des continents, c'est pas réel, c'est une représentation artistique. Donc, c'est fait en concert entre des artistes et des chercheurs qui nous donnent une idée selon ce qu'on connaît de l'étoile, selon ce qu'on connaît de la planète, à quoi la planète pourrait ressembler, mais ce n'est pas une vraie image. Donc, peut-être que ça ne ressemble pas du tout à ça, mais selon nos connaissances actuelles, ça pourrait ressembler à ce qu'on voit ici. Donc, ici, on voit une représentation artistique de Taubo, qui est Taubo B, qui est une planète géante, une planète Jupiter chaude. Et ce genre de planète-là, dans leur atmosphère, on s'attend à trouver beaucoup d'éléments chimiques, mais entre autres, on s'attend à trouver de l'eau. Puis avec Spirou, on a montré qu'il n'y avait pas d'eau dans l'atmosphère de cette planète de type Jupiter. Et ça, c'est surprenant parce qu'on se dit, selon ce qu'on connaît, on devrait voir de l'eau, puis on n'en voit pas. Donc, on est quand même très content d'avoir construit cet instrument-là, puis d'avoir mis un nouveau point d'interrogation dans la recherche. Et de l'autre côté, on voit une découverte qui a été faite par Charles Cadieux, qui est TOI 1452b, qui serait une planète de type océan. Donc, s'il y a encore de la recherche à faire, il va falloir faire des suivis avec d'autres télescopes, comme le télescope spatial James Webb. Mais on pense que TOI 1452b, ça serait une planète un peu plus grosse que la Terre, rocheuse, mais recouverte d'un océan. Donc, où toute la surface ou presque serait un océan. Donc, pensez à la planète Terre, ôtez tous les continents, mettez de l'eau partout. C'est peut-être ça ici qu'on a trouvé avec Spirou. Donc, Spirou, en fait, c'est bien, on est vraiment content, c'est un instrument qui fonctionne super bien, on a plein de chercheurs qui travaillent avec Spirou. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait construire un autre instrument, un instrument ailleurs? Donc, pourquoi construire un instrument au Chili? Donc, ici,
Bien, Spirou est au télescope Canada-France à Hawaï. Il est donc dans l'hémisphère nord. Ce qui veut dire qu'il a accès aux étoiles de l'hémisphère nord. Par exemple, moi aussi, j'habite à Montréal, dans l'hémisphère nord. Une constellation que je connais bien, par exemple, c'est la Grande Ourse. Mais la Grande Ourse, si je vais dans l'hémisphère sud, on ne la voit jamais parce qu'elle est comme en dessous de nos pieds. Il faudrait être capable de voir au travers de la Terre pour pouvoir la voir. Ce n'est pas possible. La Terre n'est pas transparente. C'est une bonne chose. Ce serait bizarre sinon. Donc, on a, selon si on est dans l'hémisphère nord ou sud, accès à des étoiles différentes. Donc, en ayant seulement notre instrument au télescope Canada-France-Hawaï, mais on voit seulement les étoiles qui sont accessibles de l'hémisphère nord. On ne voit pas les étoiles de l'hémisphère sud. Ça, c'est quand même problématique, là, parce que si on trouve une super belle planète qui est dans l'hémisphère sud, mais qu'on veut savoir sa masse, qu'on veut savoir ce qu'il y a dans son atmosphère, mais on ne peut pas l'observer avec Spirou, on ne peut juste pas physiquement. Donc, on a décidé, après avoir construit Spirou, de construire NIPS, qui est un autre instrument qui s'appelle le Near Infrared Planet Searcher. Donc, c'est un autre chercheur de planètes dans l'infrarouge, parce que c'est ça notre spécialité. Et on ne savait pas trop exactement où l'envoyer au début. Et finalement, notre choix s'est porté vers le Chili, vers l'observatoire La Silla, qui est situé un petit peu au nord de la capitale de Santiago. Donc, La Silla, c'est une montagne qui est située à 2400 mètres d'altitude. Plus on est haut, mieux c'est pour l'observation. C'est dans un désert et c'est loin des villes. Donc, en étant dans un désert loin des villes, on a une très belle qualité de ciel. C'est-à-dire qu'on peut voir beaucoup d'étoiles. Il n'y a pas beaucoup de nuages parce que c'est sec, c'est un désert. On est assez haut. Donc, plus on est haut, moins il y a de nuages. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien aussi. Puis, on est loin des grandes villes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Si vous habitez dans une ville, peut-être que vous vivez la même chose que moi. Donc, moi, j'habite dans une ville et quand je sors le soir, des étoiles, même s'il fait beau, j'en vois pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Donc, ici, ce que je vous montre, c'est des images qui ont été prises à la CIA par mon collègue Étienne Artigaud, qui est allé installer l'instrument quelques semaines après moi. Et il a pris ce qu'on appelle des time-lapse, où il a mis sa caméra dehors pendant la nuit, pendant des longues sections. Et là, on voit, on a l'impression que la voûte céleste tourne. En fait, c'est nous, c'est la Terre qui tourne. Et donc, on voit le mouvement des étoiles. On voit aussi le mouvement des télescopes pendant la nuit. C'est vraiment fascinant de voir les télescopes tourner pour suivre les étoiles en accéléré, faire les observations qu'ils doivent faire pendant la nuit. C'est un site qui est absolument magnifique. Moi, je n'étais jamais allée dans l'hémisphère sud avant d'aller au Chili pour installer notre instrument. Et c'est absolument magnifique. J'étais déjà allée à l'observatoire à Hawaï, justement au Télescope Canada France-Hawaï. Ça, c'est un observatoire qui est à 4000 mètres, donc encore plus haut qu'ici, qui a une qualité de ciel incroyable. C'est un des meilleurs endroits pour faire de l'astronomie. Mais, comme on est à 4000 mètres, il y a moins d'oxygène, ce qui fait que nos yeux ont plus de difficultés à voir les étoiles. À 2400 mètres au Chili, nos yeux sont bien alimentés en oxygène, ce qui fait qu'on a droit à un spectacle fantastique. Moi, quand j'ai vu les étoiles là-bas, j'étais vraiment contente que notre instrument soit installé au Chili parce que c'était vraiment absolument magnifique. C'est vraiment un site incroyable pour faire de l'astronomie. Puis en plus, bon là, je vais arrêter ma petite poésie, mais en plus, on trouve plein d'animaux. Il y a plein de petits animaux dans le désert. Donc, on voit par exemple ici des condors qui aiment particulièrement le site de la CIA. Il y a des espèces de renards roux qui aiment beaucoup manger des prunes. Donc là, lui, je viens de lui donner une petite prune, puis il mange sa petite prune. On trouve des lamas, des guacanos. Il y a une belle vie, même si c'est quand même dans un désert. Puis en plus, des belles étoiles, puis des beaux animaux. Mais on trouve un télescope spécial, un télescope qui est spécial à mon cœur, qui s'appelle le télescope 3,6 mètres. Bon, là, je vous disais qu'en astronomie, on aime les noms comiques. Ici, on ne s'est pas rendu, on n'y a pas donné de nom, à part le 3,6 mètres, parce que son miroir, ici à l'intérieur, l'endroit qui collecte la lumière, fait 3,6 mètres de diamètre. Bon, c'est très bizarre, c'est comme si au lieu de m'appeler Frédéric, on m'avait seulement appelé 1,57 mètres. Mais bon, c'est comme ça qu'on a fait à la CIA. Donc, quand on observe les étoiles, la lumière arrive d'ici, de la gauche, elle s'en va vers le miroir primaire qui fait 3,6 mètres de diamètre. Ensuite, elle va être
concentrer vers un miroir qui est ici à l'intérieur, miroir secondaire, qui va lui aussi reconcentrer la lumière vers les instruments qui sont installés juste en haut de cette cage métallique. Et c'est là qu'on trouve une partie de notre instrument qu'on appelle la partie en avant, qui va permettre d'aller récolter la lumière pour l'amener vers notre instrument. Donc, notre instrument, ce télescope-là, le télescope de 3,6 mètres, est situé ici. L'observatoire de la CIA, c'est le plus haut et c'est aussi le plus gros, donc dans ce dôme-ci. Donc, avant d'aller au Chili, il a fallu construire l'instrument. Ça a pris quand même plusieurs années. Le projet a commencé en 2014 et on a livré l'instrument seulement en mars 2022. Donc, c'est un projet de longue envergure. Et ce qu'on a fait au Québec et au Canada, c'est le spectrographe de NIRPS. Donc, il y a plusieurs composants qui font l'instrument au complet. Et la partie la plus critique, c'est vraiment le spectrographe qui est caché à l'intérieur du cryostat de NIRPS. Le cryostat, c'est la grosse cuve de métal qu'on voit ici. C'est cette grosse patate de métal, c'est ça qu'on voit. Et ça, c'est un gros morceau de métal qui permet de fermer très hermétiquement, parce qu'à l'intérieur de ça, ça va être très froid. Donc, à l'intérieur du cryostat, pendant les opérations, il fait 80 Kelvin, ce qui est l'équivalent de moins 270 degrés Celsius. Il faut que ça soit super froid parce que nous, on observe dans l'infrarouge. Puis l'infrarouge, comme je disais, c'est la chaleur thermique. Donc, si les choses sont chaudes, au lieu de voir la lumière qui vient de notre étoile, on va seulement voir l'instrument lui-même. L'instrument va se voir lui-même au lieu de voir la lumière des étoiles. Donc, c'est important de le refroidir très, très froid à moins 270 degrés Celsius. Donc, ça c'est le cryostat. C'est cette enceinte de métal qui permet de garder notre instrument froid. Et à l'intérieur, c'est là qu'on trouve le spectrographe. Donc, le spectrographe de NIRPS, c'est une collection d'objets optiques, donc des miroirs, des paraboles, des lentilles, des réseaux, qui permettent de prendre la lumière et de la transformer dans ce qu'on veut. Et ce qu'on veut ici, c'est un spectre. Donc, la lumière, elle arrive par ce tube-là. En fait, elle arrive par ici, vers cette section-là. En fait, c'est les petits tubes métalliques qu'on voit ici. Puis, elle va rentrer dans notre instrument, aller vers ce genre de miroir parabolique, rebondir vers cet objet ici doré. Ça, c'est le réseau. C'est un réseau optique qui est recouvert d'or. Et ce réseau optique-là, c'est ce qui va prendre la lumière et qui va la faire, la lumière qui est essentiellement blanche, qui va la faire se décomposer en un arc-en-ciel. Donc, la lumière, elle arrive d'une étoile, elle va passer dans mon réseau optique, que là, j'ai mis en forme de triangle, mais que vous avez bien vu que mon réseau optique, ici, c'était plutôt c'est un rectangle. Et la lumière va se retrouver à être décomposée en arc-en-ciel. Donc ça, c'est quand même, ça a été bien, c'est une image qu'on voit bien parce qu'on a tous en tête l'album de Pink Floyd où on voit ce trajet-là, cette lumière blanche-là qui traverse. Ici, c'est un prisme. Dans notre cas, c'est un réseau optique et qui l'a défait dans ses différentes composantes de couleurs. Donc, nous, c'est des couleurs, oui, mais pas des couleurs visibles, des couleurs infrarouges, mais c'est vraiment essentiellement le même principe. Et donc, ça, on a construit ça dans nos laboratoires. Ça a été testé dans le laboratoire de l'Université Laval. Donc, ici, on est à l'Université Laval entre 2019. Et là, on pensait vraiment pouvoir être capable de livrer notre instrument en 2020. Mais comme vous savez, en 2020, le monde s'est écroulé. Donc, il a fallu ralentir un petit peu nos plans. Et on a finalement réussi à envoyer notre équipement, à se préparer vers le grand voyage en janvier 2022. Ensuite, voici à nouveau mon cryostat qui a été défait de sa structure. Et là, on est en janvier 2022, à peu près le 10 janvier. C'est la journée la plus froide de l'année. Et on doit sortir cette cuve-là qui pèse 1500 kg, qui vaut presque 2 millions de dollars avec les optiques qu'il y a à l'intérieur. Et on doit la mettre dans un camion. Et je vous dis, là, je vous raconte ça, puis j'en tremble encore parce que c'était toute une opération. Donc, vous voyez ici mon cryostat sur ses roues. On est dans les laboratoires de l'Université Laval. Et là, on va le sortir dans les corridors. Là, vous voyez le nombre de gens ici. On a peut-être une dizaine de personnes. On a moi. Moi, je suis derrière la caméra. Donc, ça va très bien. Je ne pousse pas très fort. Je suis derrière la caméra. On a des ingénieurs optiques. On a des ingénieurs mécaniques. On a quelques professeurs. On a des chercheurs. Et là, on sort notre instrument hors du laboratoire. Et on l'amène à l'extérieur avec beaucoup de remous. Ils ont réussi à le sortir. Et c'est à ce moment-ci, ici, là,
Il fait quelque chose comme moins 30. On a commencé le matin à peut-être 8 heures le matin. Il est quasiment rendu 8 heures le soir. Ce fut toute une journée pour être capable de sortir notre instrument sans tracas à l'extérieur de l'Université Laval. Toute une journée. Bon, là, vous voyez seulement une grosse cuve. Oui, c'est bon, c'est très gros. Mais en fait, avec la grosse cuve, on a aussi plein d'autres instruments. On a un rack électronique qui permet de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de notre cuve. On a plein de différents équipements qui permettent de tester notre instrument. C'est envoyer un instrument astronomique dans un autre pays, c'est comme un déménagement de l'enfer. Il faut être capable de lister toutes les choses qu'on a. Imaginez, là, vous déménagez puis vous devez savoir vous avez combien de fourchettes. Mais nous, on est ici, là. On déménage, on envoie notre instrument au Chili et on doit savoir exactement il y a combien de vis. Et je peux vous dire que des vis, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, ce fut tout un travail, vraiment un gros travail d'équipe avec les gens de l'Université Laval, avec les gens de l'Université de Montréal, pour être capable de sortir cet instrument-là, en collaboration avec nos collègues en Colombie-Britannique. Et l'instrument est finalement arrivé en mars à l'Observatoire. Donc, l'Observatoire, c'est quand même très gros. Donc, on va entrer. Vous voyez qu'il y a quand même une petite porte dans ce si gros bâtiment. Et là, je vais vous faire suivre le chemin qu'on fait quand on est astronome. Donc, on entre par la porte verte. Et là, on se tourne vers notre droite. Et là, il y a une toute petite porte qui est en fait le plus petit ascenseur que j'ai jamais vu. On me dit qu'on peut rentrer 3 personnes. Je ne pense pas. Je pense que 2 personnes, c'est très suffisant. Puis en temps de COVID, c'est seulement une. C'est un tout petit ascenseur. Et là, on va monter à l'étage de NIRPS, où on trouve aussi sa sœur qui s'appelle ARPS. ARPS, c'est aussi un spectrographe comme NIRPS, mais qui voit dans le visible et qui a été installé à l'observatoire de la CIA au début des années 2000. Donc, ce n'est pas un hasard qu'on ait choisi le télescope de 3,6 mètres. On l'a choisi parce que NIRPS et ARPS vont pouvoir observer en tandem des exoplanètes et ça va nous permettre d'avoir des informations dans le domaine du visible avec ARPS et dans le domaine de l'infrarouge avec NIRPS en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout ailleurs, nulle part dans le monde. Donc, on va monter, on va suivre un corridor qui est très long. On va arriver à côté d'un gros mont de charge et c'est par ce gros mont de charge-là que notre cryostat va entrer. Et juste derrière ce gros mont de charge-là, on trouve la salle de NIRPS. Et c'est donc en mars 2022 que notre cryostat est arrivé, qu'il a pris le gros mont de charge et qu'il a été amené jusque dans sa salle, dite la salle coudée, avec une équipe composée de gens de l'Université Laval et aussi de nos collègues suisses qui sont des grands partenaires dans cette grande aventure et que notre cryostat a enfin été installé sur ses rails à la CIA. Et là, on a tous poussé un soupir de soulagement. C'était vraiment pas terminé à ce moment-là. Il restait encore vraiment beaucoup de travail. Mais de savoir que notre instrument s'était rendu sans tracas au Chili, c'était vraiment un gros moment. Et ce genre de travail-là, c'est quelque chose qui se fait en équipe. C'est vraiment pas un travail qu'on peut faire tout seul. Souvent, en astronomie, quand on fait des projets de recherche, ça peut nous arriver de travailler tout seul devant notre ordinateur, de travailler sur des images qu'on fait passer dans des codes, on fait beaucoup de programmation pour pouvoir analyser nos images. C'est souvent du travail qui se fait tout seul, ou plus tout seul, qui peut se faire aussi en grande collaboration. Mais installer un instrument, c'est pas un travail qui se fait tout seul, c'est un travail qui se fait en équipe. Donc, on avait des gens qui étaient sur le site, qui ont travaillé à installer les instruments. Donc, là, ici, je pense à Anne-Sophie Poulin-Gérard, qui est chercheure. Elle a un doctorat en physique, spécialiste en optique à l'Université Laval. Je pense à son collègue ici aussi, Hugues Auger, qui est un technologue qui a fait technique du génie physique, qui était là aussi pour nous aider à installer l'instrument. Il est accompagné par un autre technologue, Benjamin Krug, qui vient de l'Université de Genève. Donc, ça, c'était vraiment notre première équipe qui a installé l'instrument. Ensuite, s'est joint Alex Segovia, qui est un Chilien qui maintenant travaille à l'Université de Genève. C'est un expert en programmation, mais qui est vraiment venu nous aider pour le côté électronique. Donc, lui et moi, ensemble, on a installé le rack électronique, donc qui contrôle tous les éléments qu'on trouve à l'intérieur de notre spectrographe. Donc, on a fait vraiment un travail d'ingénieur électricien ensemble. Alors que moi, je ne suis pas ingénieure électricienne, mais j'ai appris plein de choses. Et ça, c'est une chose que j'adore de mon travail, c'est qu'à chaque jour, on apprend des nouvelles choses, que ce soit sur installer des instruments ou comment régler des problèmes avec des multimètres.
Donc, c'est vraiment un travail qui change rapidement. Donc, moi et Alex, on a installé les composantes électroniques. Puis ensuite, ma collègue Anne-Sophie et mon collègue François Vildy, qui est ingénieur mécanique à, à l'Université de Genève et optique. Donc, ensemble, ils ont travaillé à aligner, vérifier l'alignement du spectrographe, à vérifier que la lumière se rentrait dans le spectrographe sans problème. Donc, encore un beau travail d'équipe qu'on fait parfois en salle blanche. Donc, d'où pourquoi parfois on doit porter des chapeaux, des masques, c'était pendant la pandémie, mais aussi des sarraux pour essayer de minimiser la poussière qu'on met dans notre instrument. La poussière, c'est vraiment pas très bien. Puis pendant qu'on était là au Chili, on était aussi accompagnés par des gens qui étaient à la maison, mais comme Lison Malo, qui est la gestionnaire du projet, ou Jonathan Saint-Antoine, sans qui je n'aurais pu installer rien dans le rack électronique, qui est aussi un astronome qui a fait une maîtrise à l'Université de Montréal. On était accompagnés par Michael Sordet, qui est un ingénieur, Vlad, qui est un ingénieur aussi mécanique, Nicolas, qui est un astronome, puis Denis, qui est un astronome, ingénieur, expert en optique. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe qui demande beaucoup de différentes habiletés qu'on a réussi à orchestrer, à mettre ensemble pour pouvoir installer notre cryostat et notre spectrographe au Chili, finalement. Bon, là, vous vous dites tout à l'heure, je vous ai montré une image de notre télescope qui était ici. Et là, je vous montre une image du spectrographe qui est là. C'est clairement pas la même pièce. Ça, vous avez tout à fait raison. Le spectrographe, le télescope, il est en haut. Puis le spectrographe, il est dans le sous-sol. Puis entre les deux, parce que c'est le télescope qui reçoit la lumière, donc la lumière, elle arrive d'une étoile, elle va sur le miroir primaire, elle retourne sur le miroir secondaire, et puis elle va vers les instruments. Mais notre spectrographe, lui, il n'est pas là. Il est dans le sous-sol. Donc, entre les deux, on a une fibre optique qui amène la lumière des étoiles vers notre spectrographe. Il passe dans différents sous-systèmes qui permettent de calibrer la lumière. Puis ensuite, ça s'en va dans notre spectrographe. Et c'est là que la lumière va aller dans notre réseau, va se retrouver à être séparée dans son arc-en-ciel. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, une vraie image, c'est la première image qui a été prise par NIRPS en juin 2022, quand notre instrument était prêt. Et là, ce qu'on voit, c'est comme un genre d'arc-en-ciel. C'est pas des couleurs. C'est pas des couleurs qu'on peut voir avec nos yeux. C'est pour ça que nous, c'est comme un genre d'orangé ici. C'est pas des vraies couleurs. Mais d'un côté à l'autre de chaque banane, si on veut, on trouve une couleur, une certaine région de longueur d'onde qui correspond à une certaine couleur infrarouge. Et ça, on peut prendre les informations qu'on trouve ici. Par exemple, vous voyez, par exemple, la banane ici là, est comme coupée. Et c'est dans certains endroits où il y a eu de l'absorption. Donc, on ne voit pas certaines longueurs d'onde, mais ça, c'est normal. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir une idée de la composition chimique de notre étoile et peut-être même de notre planète si on fait de la spectroscopie de transit. Donc maintenant, notre instrument fonctionne, est au Chili, a été installé, ça va presque tout va bien. Et maintenant, le gros du travail passe à l'équipe scientifique, non plus à l'équipe technique, mais à une nouvelle équipe qui est composée de professeurs, de chercheurs, d'étudiants qui vont ensemble tenter de trouver, de confirmer, de mesurer des masses d'exoplanètes, de faire la spectroscopie de transit pour avoir d'autres idées sur des compositions chimiques de l'atmosphère d'exoplanètes. Et pendant les 5 prochaines années, on est très chanceux. On va avoir de très, très, très nombreuses nuits d'observation au télescope 3,6 mètres, ce qui va nous donner un nombre de données vraiment hallucinant. Donc, on va pouvoir observer toutes les étoiles qui nous intéressent dans l'hémisphère sud pendant au moins les 5 prochaines années, puis profiter de ce ciel astronomique absolument incroyable. Puis, sur ça, je vais prendre de vos questions. Super, merci. Je suis bienvenue, là. C'est bon, je veux juste être sûre que je sois là. Oui, mais merci beaucoup, Frédéric. Moi, j'ai trouvé ça vraiment captivant de voir là, C'était bien de faire l'introduction des exoplanètes, ensuite là, de voir comprendre plus NIRPS et toi, ton aventure là-bas, justement. Juste une petite clarification avant d'arriver dans les questions. Vous avez des questions, là, ceux qui sont en ligne, c'est le temps de les rentrer dans le chat. Là, tu donnais la température du cryostat qui était à 80 Kelvin, c'est ça?
Oui, moins 270 degrés Celsius. Là, ça marche pas, c'est moins 273, c'est le zéro absolu. Fait que dans le fond, c'est moins. J'ai regardé en ligne, là, Ah je me oui, suis oui, mis t'as calcul, raison, t'as calcul. raison. C'est dans le coin de moins Oui, 200, oui. moins Moins 193. 200. Exactement, exactement. Oui, Oui, t'as c'est raison. ça. Oui, oui. C'est bon, je voulais juste je me disais qu'on avait souvent Oui, des oui, tout à profs de fait. sciences qui allaient accrocher là-dessus, je voulais reclarifier. Ça arrive simplement qu'on se trompe. Moi, j'étais curieuse de savoir, est-ce que toi, tu vas utiliser NIRPS directement? Est-ce que tu as des recherches? Est-ce que tu vas retourner là-bas? C'est quoi la suite pour toi avec cet instrument-là? Ben, la suite pour moi, là, en fait, où on en est avec NIRPS, on est encore dans ce qu'on appelle le commissioning. Donc, on est encore en train de tester l'instrument pour vérifier qu'il fonctionne comme on veut. Donc, notre prochain jour sur le ciel, c'est en novembre. Donc, on a plein de gens qui vont aller en novembre observer, puis ensuite en janvier. Donc, moi, j'espère pouvoir aller en janvier observer avec NIRPS, vérifier que tout fonctionne bien. Puis à partir d'avril, là, on va vraiment rentrer dans les vraies observations scientifiques. Et moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à chaque année à aller observer avec NIRPS, former des étudiants à observer avec l'instrument que là, je commence à bien connaître pour pouvoir continuer à en apprendre plus sur les exoplanètes. Moi, ma recherche n'était pas vraiment comme ça. Pendant mon doctorat, moi, je faisais de l'imagerie directe, donc pas la vélocimétrie, pas le transit. Donc, ça, c'est une nouvelle méthode. Je ne dis pas que ça commence à me titiller parce que j'ai envie d'utiliser ces données-là. Mais pour le futur proche, moi, ce que je veux, c'est vraiment maîtriser l'instrument, l'observation avec l'instrument, puis pouvoir aider les étudiants à observer au mieux des capacités de notre bel instrument. Super, oui, ça doit être intéressant. Là. Maintenant, comme tu dis, d'apprendre ça, d'apprendre des nouvelles choses, puis ensuite de former les étudiants, dans le fond, à utiliser ça. J'ai une question qui vient d'arriver. Oui, ben en fait, c'est ça, hein, les gens vont peut-être remarquer l'infrarouge, là, les liens avec James Webb. Est-ce que NIRPS a des liens avec James Webb, justement, comme ils travaillent tous les deux en infrarouge? Hein? Ben, il y a des liens évidents par les personnes. Donc, par exemple, James Webb a 4 instruments. Il y a un instrument qui est canadien, qui a été construit en partie à l'Université de Montréal, c'est NIRIS. Et cet instrument-là, ben, il y a une raison pour laquelle il a été construit ici, c'est parce qu'on est bon en infrarouge. On est parmi les meilleurs au monde qui comprennent le mieux la technologie d'infrarouge. Puis ça revient à l'Observatoire du Mont Mégantic qui, avec la caméra Monica, a pris pour la première fois des images, qui a été le premier au Canada à prendre des images dans l'infrarouge. Donc, c'est vraiment notre expertise en infrarouge qui a permis de participer au projet James Webb et au projet Spiro-NIRPS. Donc, maintenant, ben, s'il y a de l'infrarouge, on espère que peut être impliqué, que le Canada peut être impliqué pour pouvoir rayonner dans ces projets-là. Super. Oui, intéressant. En fait, les deux sont très intéressants de ce temps-ci. James Webb, les nouvelles arrivent à tous les jours pratiquement. Là. OK. Je vois une autre question. Si le projet est surtout canadien, est-ce que des chercheurs des autres pays vont pouvoir l'utiliser aussi? Dans le fond, c'est pas juste canadien, là, c'est ça. Mais comment ça fonctionne, Non, ouais, non, tout ça? c'est une très bonne question. En fait, c'est ça, notre projet, le spectrographe est canadien, mais en plus du spectrographe de NIRPS, il y a d'autres sous-systèmes. Donc, le système, par exemple, qui est accroché au télescope qui permet d'aller chercher la lumière. Ça vient de Genève. On a un système qui permet de prendre la lumière puis de la calibrer. Ça vient de l'Espagne, il y a le Portugal, il y a le Brésil. Donc, on a beaucoup de collaborateurs qui sont européens. Et le télescope même, le télescope de 3,6 mètres à l'observatoire de la CIA, dans un observatoire qui appartient à l'Europe. Donc, c'est un regroupement européen. Donc, tous les Européens vont pouvoir avoir accès à du temps NIRPS. Nous, on n'est pas Européens, mais on a accès quand même parce qu'on a construit l'instrument. Donc, on va avoir accès à 575 nuits, ce qui est beaucoup de nuits sur 5 ans. Et si quelqu'un par exemple, aimerait utiliser NIRPS mais n'est pas en Europe, il y a toujours façon de collaborer, de trouver un collaborateur qui est en Europe, qui va nous aider à faire une demande de temps pour pouvoir réussir à avoir accès à du temps sur NIRPS. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là de l'astronomie. C'est tellement international qu'on n'a pas le choix de travailler tout le monde ensemble, dans le fond, pour réaliser des projets comme ça, puis de collaborer, là, c'est ça. Tellement des gros projets, même si ce n'est pas dans l'espace, même si ce n'est pas James Webb, un projet de NIRPS, c'est quand même gros. Donc, on ne peut pas y arriver tout seul. Comme je disais, oui, des fois, on a la vision du scientifique qui travaille tout seul dans son coin, mais pour faire un projet comme ça, il faut beaucoup de gens, on a besoin de beaucoup de gens qui travaillent ensemble, on a besoin de beaucoup d'argent, on a besoin de beaucoup de temps. Donc, ça devient des collaborations scientifiques internationales. Et collaboration, c'est le mot-clé, là. Il faut collaborer, sinon on n'y arrive pas. Excellent. Je pense que c'est tout pour les questions. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent en entrer une, mais là, de toute façon, on a dépassé l'heure.
Je pense qu'on va, je laisse 30 secondes là, à taper vite si vous avez une question qui vous vient en tête. Mais sinon, pour ceux qui ont écouté l'enregistrement, merci d'être resté jusqu'à la fin aussi. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à écrire à la découverte de l'univers, puis je pourrais envoyer ça à Frédéric. Je sais où la trouver. Alors, gênez-vous pas. Puis, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté ça. J'espère que ça peut vous inspirer aussi de partager. Moi, je vois plein de liens avec le programme scolaire, là, entre autres l'approche orientante. Là, pour ceux qui veulent travailler en astronomie, ce n'est pas besoin d'être juste les gens qui ont des doctorats en astrophysique. Là, vous voyez, il y a des techniciens, des ingénieurs. C'est sûr, c'est très scientifique, technologique, là, mais il y a plein d'autres chemins. Juste rapidement, moi, à Victoria, quand j'ai travaillé à l'observatoire là-bas, celui qui s'occupait de la maintenance du télescope, ben, c'était quelqu'un qui était un mécanicien. Comme il n'existe pas de formation pour faire la mécanique du télescope, ben, c'est un mécanicien qui maintenant était rendu à travailler à l'observatoire. Je trouve qu'il y a plein quand même de domaines qui se rattachent un peu à ça. Mais bref, je finis cette parenthèse-là. Un gros merci, Frédéric, d'avoir partagé ça avec nous. Toujours intéressant de t'écouter. Alors, merci d'avoir pris du temps pour être là. Puis merci tout le monde de vous être joints. Bye bye. Je vais arrêter l'enregistrement en premier.